Bienvenue dans la bonne idée. Bienvenue dans la bonne idée. Bienvenue dans la bonne idée, le podcast qui donne la parole aux énergies collectives. Entrepreneurs, artistes, associations, artisans, citoyennes et citoyens engagés. Ici, on prend le temps de raconter les parcours, les engagements et les bonnes idées qui transforment notre territoire et parfois un peu plus que ça. Des conversations sincères et accessibles autour de celles et ceux qui choisissent d'agir en Occitanie. Je suis Sophie Iboura, vous écoutez La Bonne Idée, à tout de suite. Il y a des sujets que l'on préfère tenir à distance, parce qu'ils sont difficiles, douloureux, et puis parce que parfois nous pouvons être toutes et tous dans une forme de déni. Ce sujet, ce sont les violences faites aux enfants. Et puis il y a des personnes qui décident malgré tout de regarder la réalité en face, en créant des espaces où la parole peut enfin se libérer. Aujourd'hui, dans La Bonne Idée, je reçois Agnès Suc, pédiatre au CHU de Toulouse, spécialiste de la douleur pédiatrique et qui a eu la bonne idée de créer un jeu interactif, Speak Up. Speak Up, c'est un outil imaginé pour aider les adolescentes victimes de violences sexuelles à mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Un projet né du terrain, du soin, de l'écoute. Et peut-être surtout d'une conviction simple, le corps exprime ce que les mots ne parviennent pas toujours à dire. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de me recevoir surtout. On est ravis de vous avoir avec nous dans La Bonne Idée. Agnès, vous êtes pédiatre à l'hôpital des enfants au CHU de Toulouse. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi la pédiatrie. La pédiatrie, pour moi, c'était une évidence. J'ai fait médecine pour faire de la pédiatrie. Par contre, la douleur, j'étais pas du tout au départ prévue ou en tout cas programmée pour faire de la douleur. J'ai commencé mon activité en travaillant avec les adolescents et les jeunes enfants qui étaient porteurs de cancer ou de leucémie. Et on était partis à un moment donné, on faisait des voyages pour les enfants. On était partis avec une association qui s'appelle À chacun son Everest. On était partis en Patagonie. On les avait amenés à nager avec les dauphins dans un endroit magnifique en Patagonie, dans un lagon de Patagonie. Et un matin, donc on était sur des bateaux. Il y avait 3 bateaux. On était sur des bateaux et on dormait pas très très bien. Un matin, je me suis réveillée et je suis tombée au petit déjeuner sur ces adolescents qui étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Et en fait, ce qui m'a complètement étonnée, c'est que ces adolescents, ils parlaient tous de leur expérience. Donc, c'était des enfants qui venaient de toute la France. Ils avaient tous été suivis dans des services différents. Et ils ne parlaient pas tellement de leur maladie, ils ne parlaient pas tellement de la peur qu'ils avaient pu avoir d'avoir une maladie grave ou de mourir. Ils ne parlaient pas tellement des difficultés qu'ils avaient eues de ne pas aller à l'école et tout ça. La seule chose dont ils parlaient ce matin-là au petit déjeuner, c'était la douleur. La douleur de quand on leur faisait des soins, la douleur des traitements, la douleur. C'était vraiment leur principal souci à ce moment-là. Et bon, c'était une époque où il n'y avait pas encore beaucoup, on ne s'intéressait pas beaucoup vraiment à la douleur des enfants. Et là, je me suis dit vraiment, il faut faire quelque chose. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur la douleur. On a monté l'équipe douleur. Et c'est comme ça que je suis devenue la responsable de l'équipe douleur de l'hôpital des enfants. Très bien. Agnès, vous passez une grande partie de votre vie à écouter ces enfants, ces adolescents qui souffrent. Donc, qu'est-ce que ce métier vous a appris de ces enfants, de ces adolescents ? Alors, probablement ce dont je me rendais pas tellement compte, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les enfants et les adolescents, un peu quel que soit leurs âges, mais ils ont des mondes intérieurs qui sont extrêmement riches, extrêmement variés. Et par contre, c'est des mondes qu'ils gardent vraiment beaucoup pour eux. Et ils ont beaucoup de mal à vivre. On a l'impression qu'ils sont à l'extérieur, surtout à l'heure actuelle. Ils sont dans les réseaux sociaux, dans la communication. Mais en fait, ils ont dans leur monde intérieur des choses vraiment extrêmement importantes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ils ont quand même une envie et un besoin, surtout à l'adolescence, de se faire groupe et de se sentir pareil que les autres.
Et intégrer, en fait. Voilà, intégrer. Donc, ils veulent surtout pas se sentir différents, avoir de l'originalité. Tout ce que nous, on recherche plutôt à l'âge adulte. C'est vraiment pas du tout leur cas. Eux, ils veulent juste être comme les autres. Ça, c'est vraiment important. Et peut-être la troisième des choses, et le truc qui est vraiment extrêmement important, c'est que les adolescents et les enfants protègent leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont une loyauté qui est indéfectible vis-à-vis de leurs parents. C'est-à-dire que même s'ils ont les parents les plus maltraitants du monde, vraiment tout ce qu'on dit, ils les protègent. Ouais. Donc autant nous, on a l'habitude de dire que les adultes protègent les enfants, c'est normal, mais vraiment les adolescents et les enfants protègent leurs parents aussi. Ouais. Justement, parmi ces enfants, il y a des enfants, des adolescents qui ont été victimes de violences. Qu'est-ce qu'on sait des violences faites aux enfants en France, Agnès? Ça représente combien de victimes? Alors on n'a certainement pas les chiffres exacts parce que on a du mal d'ailleurs. On a vraiment beaucoup de mal à avoir ces chiffres. Il y a tout le mouvement MeToo qui fait qu'on commence à parler de plus en plus de ce qui se passe pour les adultes et donc forcément ça retentit sur les enfants. En 2023, il y a une commission qui s'appelle la CIVIS, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a sorti des chiffres qui sont effrayants. C'est-à-dire qu'on sait qu'une fille sur 5 est victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. On dit qu'un garçon sur 13 est victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Donc ça, c'est des chiffres qui sont évalués, qui sont certainement sous-évalués. Ça veut dire que globalement, on sait qu'il y a à peu près 5,4 millions d'adultes qui ont été victimes de violences dans l'enfance à l'heure actuelle. 14% de femmes, et on sait un chiffre terrible qui est un enfant toutes les 3 minutes est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle à l'heure actuelle en France. C'est du délire en fait. C'est du délire, c'était des chiffres qui datent de 2023. Alors ça a été un peu compliqué parce que la CIVIS a été un peu compliquée, mais clairement c'est des chiffres qui ne s'améliorent absolument pas et probablement qui vont aller en s'aggravant de plus en plus parce qu'il va y avoir quand même de plus en plus de gens aussi qui vont parler. Donc c'est des chiffres qui ne vont aller qu'en augmentant. Ouais. Vous voyez ces adolescentes, vous les accueillez, vous les accompagnez. Pourquoi, à votre avis, c'est si difficile pour ces adolescentes de parler de ces violences sexuelles ? Alors, il y a plein de raisons. Il y a des mécanismes psychiques qui sont connus, classiques, qui sont des phénomènes de sidération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des jeunes filles, quand ça a été, que le traumatisme a été trop important, il y a une espèce de blocage psychique et elles oublient, en tout cas pendant un moment, pour continuer à pouvoir fonctionner. Donc ça, il y a des mouvements de sidération psychique et puis à l'occasion de quelque chose, alors soit la vue de quelque chose, soit une odeur, soit quelque chose qui revient, ça peut être des années après, d'un seul coup ça remonte et ça veut dire qu'elles ont quelque chose de traumatique qu'elles ont enfoui. Donc elles ne s'en rappellent même pas. Non, elles ne s'en rappellent pas et donc on le voit et ça c'est très classique et à l'occasion de quelque chose qui peut être très 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 banal, mais du coup ça revient et ça remonte en Et là ça sort. Donc il y a ces mécanismes-là qui existent et qui sont connus. Et puis, il y a aussi tous les mécanismes qui font que les adolescentes, elles ont peur. Elles protègent les parents parce que quand il y a un certain nombre, il y a probablement, alors on ne sait pas non plus, mais on dit qu'il y a à peu près 75% de ces violences qui sont des violences qui sont intrafamiliales. Ouais. Donc, que ce soit le grand-père, le cousin, le père, ce que vous voulez. Donc, elles protègent les parents. Elles ont la honte. Et elles ont peur d'être différentes vis-à-vis des autres. Elles ont peur des conséquences que ça va pouvoir avoir pour leur famille. Bien sûr. Donc, du coup, elles ne parlent pas et elles n'expriment pas et elles ne disent rien. D'accord. Et nous, du coup, c'est des jeunes filles qu'on est amenées à rencontrer dans le centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc, elles viennent pour des phénomènes de douleur. Alors, principalement pour des phénomènes de douleurs pelviennes, des douleurs des règles, ce qu'on appelle les dysménorrhées, mais aussi pour tout autre type de douleurs chroniques. Ça peut être des migraines, des céphalées, des douleurs abdominales, des algodystrophies. Elles expriment, le corps exprime des choses. C'est ça, on va en parler de ça parce que c'est tout à fait intéressant. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Agnès, qu'aujourd'hui, les adultes en général, notre société aussi en général, le corps médical, sait écouter ces adolescentes? Est-ce qu'on a les outils en main pour pouvoir apporter des solutions, accompagner ces jeunes filles? Alors, on n'a pas les outils tellement parce que des fois, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes devant une adolescente d'aller lui prescrire plein d'examens, de faire des ordonnances, des médicaments et des choses comme ça, plutôt que de rentrer en lien et en contact avec eux. Les professionnels, ils sont mal à l'aise, ils ont peur. Il y a quoi? Il y a un tabou? Il y a un tabou, il y a le manque de temps, ce qui est mis en évidence, on a fait des études, et ce qui est mis en
bienveillance par tous les professionnels de santé à l'heure actuelle, c'est le manque de temps. Ils ont peur aussi d'aggraver des choses, en tout cas de rentrer dans des choses. Et puis surtout, ils ne savent pas quoi en faire s'ils se disent, si jamais on me dit quelque chose et qu'il y a une révélation, je ne sais pas forcément qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse de cette histoire. C'est ça. Donc tout ça, ça fait plein de choses qui font que, en tout cas, la parole a du mal à parler. Enfin, que les jeunes filles ont du mal à parler. On va revenir sur ce que vous avez dit, où finalement, avant les mots, c'est le corps qui parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus? Alors, on sait bien que le corps et l'esprit, c'est pas des choses qui sont... On sait maintenant, vraiment, on est très convaincus. Et la douleur, c'est vraiment le symptôme même de l'intrication des choses qui se passent entre le corps et puis l'esprit. Donc, il y a forcément des mécanismes qui sont très compliqués. Alors, on a des études à l'heure actuelle. On sait par exemple que les femmes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles, elles ont statistiquement plus de chances de développer des vraies maladies somatiques, notamment l'endométriose, parce qu'il y a des phénomènes immunologiques, inflammatoires, il y a des phénomènes biologiques qui se passent, qui font qu'elles peuvent développer ce genre de types de maladies. Ouais. Mais les adolescentes, alors moi, ce qui m'impacte beaucoup, c'est que ces jeunes filles, elles ont des plaintes quand même. Elles ont des plaintes douloureuses. Donc elles viennent quand même, moi j'ai le sentiment qu'elles viennent appeler à l'aide. Elles viennent appeler à l'aide, mais très souvent, elles n'ont pas la réponse et elles n'obtiennent pas les réponses qu'elles veulent quand elles viennent. Voilà. Et vous leur apportez ces réponses? Par exemple, je sais pas, prenons un exemple, une jeune fille vient vous voir, elle a des douleurs ou des règles très douloureuses, vous détectez qu'il se passe quelque chose. Comment vous le gérez, ça? Alors, nous, on a essayé de mettre en place, parce qu'on est quand même très vigilants vis-à-vis de ça, donc on a essayé de mettre tout un dispositif en place pour essayer d'accueillir cette parole le plus possible. On fait systématiquement toutes les consultations en binôme, donc il y a systématiquement un médecin somaticien et soit un psychologue, soit un pédopsychiatre. On organise des journées d'éducation thérapeutique avec des groupes où elles sont en groupe, on les reçoit individuellement, il y a des infirmières, donc on a mis en place tout un dispositif. Et malgré ça, ces jeunes filles ne parlent pas. C'est pour ça qu'on a créé Speak Up. Ouais, on va y venir à cette bonne idée. En fait, vous avez créé un jeu. Donc, vous venez de le dire, ça s'appelle Speak Up. C'est quoi la genèse de l'idée? Comment vous avez pensé à créer un jeu pour faire parler ces jeunes filles? Alors, c'est le produit typique de l'intelligence collective parce qu'on a participé à un hackathon au mois de novembre qui était organisé par la société Innovert. Donc, c'était un hackathon dont le thème était la santé des femmes. Et donc, on est arrivé avec donc moi et ma collègue Émilie Leroy, qui est psychologue dans l'équipe. On est arrivé avec cette problématique de se dire, voilà, nous, on a cette problématique, on a ces adolescents, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont été victimes et qui ne parlent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a travaillé, on a brainstormé tout le week-end pendant le hackathon et on est arrivé à la fin du week-end en ayant créé cette idée-là, donc qui est l'idée de créer un jeu qui serait un jeu hybride destiné et aux professionnels, alors professionnels de santé au sens large et aux adolescents pour essayer de redonner la confiance, de rétablir la confiance entre les adolescents et les adultes pour qu'elles se sentent plus en capacité de dire c'est plus créer rapidement, créer le lien suffisant pour pouvoir se lâcher et aller plus loin. Voilà. Et c'est ça. D'accord. Donc, c'est vraiment pas du tout l'idée de laisser encore les adolescents sur leurs ordinateurs ou dans leur chambre avec leur portable et ça. Mais c'est vraiment de créer le lien et de recréer le lien entre l'adulte et le professionnel et l'adolescent qui a été victime. Et à quoi il ressemble ce jeu? C'est quoi les règles? Enfin, alors, en 2 mots, l'idée, évidemment. en 2 mots, alors on est en cours et on est vraiment en pleine réflexion sur la construction de ce jeu. Donc ce jeu, il y aurait une première partie qui durerait à peu près une dizaine de minutes, qui serait une partie que l'adolescent ferait avec l'adulte. Donc l'un sur le portable, peut-être l'autre sur l'ordinateur, en essayant de trouver des moyens pour que le médecin puisse de changer un petit peu la relation typique entre un médecin et un patient qui est un médecin devant son ordinateur, le patient devant. Et ça, on sait que ça ne marche pas parce qu'on voit que ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est qu'on sait que le jeu, c'est quelque chose qui est vraiment un outil thérapeutique extrêmement important chez les adolescents. Bien sûr. Notre idée, c'est de changer la relation médecin-malade, de remettre le médecin en position de jouer avec un adolescent et comme ça, de pouvoir regagner la confiance. Donc la première partie, c'est une partie de 10 minutes qu'ils feraient ensemble les deux.
Ensuite, l'adolescent partirait avec un QR code et lui pourrait continuer à jouer, à trouver des moyens d'expression. Notre idée, c'est que l'adolescent puisse trouver plein de moyens d'expression. Ça peut être l'écriture, ça peut être l'art, des dessins. Que l'adolescent puisse trouver dans ce jeu des moyens d'expression et aussi des ressources. Donc des ressources pour apprendre à se calmer, des ressources quand il va mal et des choses comme ça. Et de son côté, le professionnel pourrait avoir accès à une espèce de hub de formation parce qu'on voit qu'il y a plein d'outils qui existent pour les professionnels de santé. Mais qui ne sont pas formés, en fait. Qui ne sont pas du tout connus, surtout par les professionnels de santé. Et formés ou pas? Non. En fait, il y a eu plein de lois, il y a des projets de loi, donc il y a plein de formations, de choses qui existent, qui sont des formations gratuites, en ligne, enfin, des choses très bien faites, très faciles à faire, mais que les professionnels ne connaissent pas. Donc l'idée, ça serait de créer un vrai hub de formation en faisant les liens pour que les médecins puissent trouver rapidement le moyen de se former et puis qu'ils trouvent aussi rapidement les moyens de savoir que faire si jamais ils ont un adolescent qui leur font une révélation pour pas qu'ils soient démunis face à cette révélation. Bien sûr. À quel niveau vous en êtes de cette... Vous avez eu la bonne idée, vous commencez à la mettre en place, etc. Alors, on a été, dans le cadre de l'hackathon d'Innover, on a gagné plein de prix parce que c'était un sujet qui manifestement touche beaucoup de personnes. Et donc, on a été incubé par un incubateur de start-up qui s'appelle la Fabrique for Good. Donc, on est en pleine incubation. On a fait une pré-incubation et là, on commence une incubation d'1 an et demi sur la création, en tout cas, de ce jeu. Et on est aussi parrainé par la Fédération hospitalière de France. Et donc, on va aller présenter. On a un stand au Salon Santé Expo, là, au mois de mai. Et on va commencer à aller présenter le jeu pour essayer. Notre objectif est vraiment de faire quelque chose qui soit utilisé et utilisable par le plus grand nombre de personnes. On est un peu ambitieux, mais on ne veut pas refaire le xème jeu ou plateforme ou application qui va rester niche et que personne ne va voir une de plus. On ne veut pas faire ça, on voudrait vraiment faire quelque chose qui puisse être généralisable et utilisable par tout le monde. Et puis, ce qui est intéressant et ce qui fait peut-être la différence avec d'autres jeux, d'autres applis qui sont utiles aussi, mais c'est que ce sont des soignants, ce sont des médecins qui sont à l'origine de ce jeu et que donc, qui mieux que les soignants pour aller inventer un jeu qui permette cette relation ou pas? Alors, oui et non. Alors, surtout dans le cadre de l'intelligence collective, il y avait des soignants, mais il y avait aussi tout un tas d'autres professionnels. Il y avait des développeurs, il y avait des ingénieurs. Donc, du collectif. Il y avait du collectif et surtout, heureusement et malheureusement, il y avait, au hasard complet, il y avait 3 de ces personnes qui avaient été adultes, donc qui avaient été elles-mêmes victimes de violences à l'âge adulte. C'est important. Alors, ce qui est un chiffre, mais du coup, on a été naturellement très orienté vis-à-vis de ça. Bien sûr. Et puis surtout, notre idée, nous, on est en permanence en contact avec des adolescents. Nous, on a des idées au départ, mais surtout, on va les co-construire avec les adolescents. C'est-à-dire, l'idée, c'est que nous, on va imaginer avec notre imaginaire de vieux un jeu pour les adolescents. On va surtout le construire avec eux. Voilà, c'est ça. On va le construire avec eux. On va le co-construire avec eux. Bien sûr. Alors justement, donc moi, si j'ai bien compris, peut-être que vous n'allez pas oser le dire, mais moi, je vais oser le dire. Il vous faut des sous, j'imagine, parce que ça coûte de l'argent de mettre en place un... Bien sûr. Alors, on en est au début. On est en train de réfléchir un petit peu au modèle économique, mais bien sûr qu'on a besoin de financement, de partenaires et de... Bien sûr, évidemment. Bon, comment on fait? On va parler de cette fameuse soirée de gala qui va être organisée très bientôt à Toulouse. Mais si on veut vous aider, je sais pas, il y a quelqu'un qui écoute ce podcast, il a une entreprise ou pas, il a envie d'aider, de participer à ce jeu, comment on fait? Alors pour le moment, ce jeu, il est porté par l'association de notre équipe qui s'appelle Le Baobab. Okay. Le Baobab, c'est un arbre de vie, c'est un arbre de résilience, et donc notre association, c'est une association qui a été créée pour pouvoir développer des projets pour aider les enfants. Et donc, au travers de Baobab, l'association Le Baobab, Santé on peut venir, prendre des renseignements, une entreprise qui veut être partenaire, welcome, etc. Bon. Et il se trouve que le parrain de cette association Le Baobab est Michel Saran. Le chef, Michel Saran, impeccable. Mais je crois qu'il est parrain aussi de cette fameuse soirée dont on va parler. Avec Cathy, je vous propose de faire une petite pause et puis on retrouve Cathy. Bonjour Cathy.
Bonjour Sophie. Bon, on va pas te présenter, toi, parce que quand on parle de la bonne idée, quand on parle de Toulouse, on va pas présenter Cathy. Cathy, on est ravis de t'avoir avec nous, parce que tu vas nous parler de cette belle et grande soirée que tu vas organiser le 16 juin prochain. Bon, déjà, c'est quand même un lourd sujet. Je suis ravie, en tout cas, de le faire et d'accueillir Agnès avec son association, avec tout son combat médical, que je trouve quand même plus que extraordinaire. Donc, c'est un choix de cœur et d'envie. Et donc, on a décidé de faire un gala. Et comme les choses se croisent bien, ça s'est passé. J'avais envie de le faire à la Biche-sur-le-Toit pour plusieurs raisons. D'abord parce que on domine Toulouse et je trouve que c'est un sujet qui est important. C'est vrai. Et c'est quand même un endroit où on peut voir les endroits stratégiques de Toulouse. Et voilà, donc en gros, ce gala va se passer à la Biche-sur-le-Toit. Puis ensuite, finalement, je me suis aperçue que c'était Michel Saran qui était parrain. Chef et parrain. Tout y est. Donc, on s'est dit, écoutez, voilà, ça n'a pas été choisi comme ça. Tout s'est fait, en fait, par hasard. Ouais. Et on est ravis. Donc, cette soirée, elle va se passer donc, le 16 juin. Ouais. Et j'avais envie de donner de la beauté à cette dimension douloureuse. C'est étonnant que tu veuilles donner de la beauté. On est surpris. Voilà, donc en fait, je me suis dit que ce qui allait être bien, c'est de faire des efforts tout un chacun. Ouais. Et je me suis dit, une soirée habillée, pas de jean, pas de tennis. Très bien. Se retrouver et pouvoir vraiment aider cette association et passer une belle soirée, tout en étant beau. Je trouve que c'est bien d'associer un petit peu... le tout, et donc voilà. C'est top. Moi, je tenais à dire que nous, notre objectif, que ces jeunes filles, enfin, dans l'idée qu'on veut que ces jeunes filles parlent, c'est que on changera jamais l'histoire et les traumatismes, elles les auront. Mais on veut surtout pas qu'elles restent figées avec leur traumatisme et leur trauma, et qu'au contraire, elles puissent continuer à se développer, à devenir des femmes, des adultes, des mères. Bien sûr. Malgré ce traumatisme et avec ce traumatisme. Évidemment. Pourquoi, Cathy, ça vous touche autant ce sujet? Parce que déjà, je pense que je suis maman. Je pense qu'on a vécu des années, nous, moi je fais partie des années où bien sûr, t'as pas quelqu'un autour de toi qui n'a pas été abusé ou qui en tout cas, ça résonne sur plein de choses. Et pour moi, c'était une évidence. Et on ne peut pas cacher que je suis amie avec Agnès depuis des années, que la douleur, elle n'est pas que là, elle la soigne autrement. Et je pense que finalement, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Ça a été une évidence. Et justement, lors de cette soirée, qui quand même, comme tous les soirées de gala, il y a quand même une participation qui est assez importante pour une soirée. On a décidé d'ouvrir aux jeunes avec un tarif à 15 € un peu plus tard avec un verre pour qu'on ait la jeunesse. On parle d'eux. On parle d'eux parce qu'on parle d'eux et parce qu'on a envie de les avoir à côté et qu'en plus, c'est pas étiqueté, qu'on est tous là en train de parler d'un sujet et en sachant que de toute façon, dans chaque famille, on a été touché. Donc, voilà. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas dénigrer. Là, il n'y a pas de classe sociale, quoi. Voilà, non, ça touche tout le monde. C'est important de dire ça. Oui, et je voulais dire aussi, alors, on a le hackathon, il était dédié à la santé des femmes. Donc, nous, on a focalisé un petit peu sur les adolescentes, mais naturellement et de façon tout à fait évidente, ce jeu, il va s'adresser aussi bien aux filles qu'aux garçons. Parce qu'on voit bien que les garçons aussi, l'actualité nous rappelle que bien les sûr. garçons aussi sont tout à fait touchés par tout ça. à fait. Et puis, effectivement, avec l'évolution du non-genré, tout ce qui se passe, je pense que c'est très important de pas mettre des cloisons là-dedans. Complètement. Une très belle initiative. On rappelle, c'est le 16 juin. Si on veut venir à cette soirée, si on veut s'incruster, bien sûr en participant à la cause, on fait comment, à partir du 13, on pourra aller sur le site de La Bonne Idée et pouvoir s'inscrire, donc payer sa place. Et, on peut dire le prix de la place peut-être ? Oui, il est à 70 € le prix de la place. Donc là, tout compris, on dîne, on rencontre des gens. Il faut savoir qu'en fait, La Bonne Idée a décidé de privatiser à cette occasion donc la Biche-sur-le-Toit. Donc ce ne sera pas ouvert au public, ce sera que des gens qui participeront donc à cette œuvre caritative, quoi. Et donc je tenais à le préciser, quoi. Alors Agnès, et puis Cathy, puisqu'elle est avec nous, avant de conclure cet épisode, il y a une question récurrente dans ce podcast. Alors d'abord, Agnès, quelle est votre dernière bonne idée ou meilleure idée, en fait? Alors, à part le jeu, à part Speak Up, évidemment. Alors, la dernière bonne idée que j'ai eue ce matin même, parce qu'on m'a interpellée sur ce sujet, et on sait que
dans le sport. Mhm. Alors, dans le sport, la question des violences sexuelles, elle se pose beaucoup. D'abord Oui, parce on en parle de plus qu'il y a en plus, d'ailleurs. beaucoup de violences sexuelles qui sont pratiquées dans le sport par les entraîneurs comme ça. Et puis surtout parce que le sport, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai qu'on avait l'idée d'adresser Speak Up et de faire des formations particulières pour les professionnels de santé, les infirmières scolaires, les psychologues, les sages-femmes. Donc ça, nous, on avait ça dans l'idée. Mais ce matin, on m'a fait tilter qu'il fallait aussi qu'on envisage tout un hub de formation pour tous les clubs de sport qui sont au contact des jeunes. Et en fait, on sait que les jeunes, souvent, ils parlent pas forcément à leur médecin, mais ils peuvent parler à leur éducateur sportif, à un certain nombre de... Donc on se dit qu'il faut aussi qu'on organise probablement dans le hub de formation, en tout cas, parce que ces éducateurs, en tout cas dans le milieu du sport, quand ils ont ces révélations, ils savent pas non plus trop quoi en faire. Donc on se dit que là aussi, il faut qu'il y ait un gros mouvement dans la question du sport qui puisse... aussi parler et adresser cette question des violences sexuelles. D'accord, parfait, bonne idée. Cathy, bon, toi, tu as une idée à la seconde, donc ça va être compliqué, mais allez, ta dernière bonne idée. Je pense que c'est effectivement le gala, là, le fait oui. de le voir évoluer. C'est quelque chose dans la bonne idée où on a des sujets qui sont des chemins croisés, mais le côté médical, parce que c'est quand même né, la bonne idée est née au moment du Covid. Donc effectivement, ça devait être en présentiel, puis finalement avec le Covid, on l'a fait sur les réseaux. Ouais. Et il devait y avoir des conférences médicales. Donc il y a eu, puisqu'il y a eu Céline de Caster qui en a fait avec une association aussi qui est la sienne. Mais voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir aller plus loin et d'entendre la médecine par un autre biais pour qu'on puisse l'entendre différemment. Parce que souvent, le médical, je trouve qu'il est entre parenthèses. Oui, puis c'est des mondes qui se rencontrent pas souvent. Moi, mon idée, c'est souvent justement d'abattre ces cloisons. Je trouve que c'est très intéressant d'abattre les cloisons pour déjà entre l'âge, entre les genres, entre les professions, les métiers. Et c'est là où, en fait, c'est là où tout se nourrit, c'est là où tout prend, ça devient un cocktail Carrément. intéressant. Voilà. Et remettre la beauté dans cette histoire, c'est quelque chose qui est aussi très bien, important. Parce que nous, on a vraiment le souhait, on a vraiment le grand espoir que ces femmes, ces adolescentes, même si elles ont été victimes, qu'elles puissent être fières d'elles, être fières de leur corps et revivre à nouveau. Bien sûr. Bon, on mettra de la beauté donc le 16 juin prochain à la Biche sur le Toit. Réservez votre place, que je crois que ça va être, je crois pas, j'en suis sûre, ça va être une très très belle soirée. Merci Agnès, merci Cathy. À vous. Merci Sophie. Et puis on se Sophie. retrouve le 16 juin. À bientôt. Merci. Merci. La bonne idée.